commencer. Euh, bienvenue tout le monde. Je suis super content d'avoir ce matin Judith Fletcher, cofondatrice et présidente de Cookit. Et j'ai aussi Gabrielle Larue, qui est fondatrice et présidente de Lock & Go. Donc, on va faire deux segments. Un premier segment avec Judith. Ensuite, on va enchaîner avec Gabrielle. Témoignages d'entrepreneurs durant la crise. Super content de vous avoir avec nous ce matin. Puis ensuite, on va enchaîner sur les mesures gouvernementales en place à l'heure actuelle pour démystifier tout ça. Donc, merci d'être là. Puis je vais commencer commençons avec toi, Judith. Parle-nous un petit peu de ta business. Parle-nous de Cookit avant tout. C'est qui ta clientèle? Vous faites quoi? C'est qui la clientèle? Puis comment la clientèle a réagi par rapport à la crise? Ensuite, on va enchaîner sur votre réactivité puis comment vous avez été capable de réagir dans la crise. Fait que, à toi, Judith. Cookit est né en juin 2014. On était la première start-up qui se lançait dans les kits à cuisiner. C'était une première au Canada. C'était déjà quelque chose qui existait massivement en Europe. Le taux d'adoption en commerce électronique en termes d'alimentation était plus lent, par contre, au Canada. Donc, ça fait 5 ans qu'on fait ça. En premier sur un modèle à la carte. Rapidement, après 1 an, on a pivoté pour le modèle d'abonnement et c'est vraiment là qu'on a commencé à avoir de l'attraction. Plein de médias. On a la chance d'avoir un écosystème quand même assez fermé de médiatique au Québec. Donc, ça fait que quand on a un projet innovant, on peut en faire parler facilement. Mais on n'était pas en mesure on n'avait pas de repeat business. Et c'était vraiment ça qui faisait en sorte qui empêchait la business de scaler. Et on était situé juste en haut de chez Frank & Oak parce qu'on ne savait pas comment faire du commerce électronique, mais on se disait que la gang de Frank & Oak, eux autres, ils savaient comment faire. Et là, fast forward plus tard, on a appris à faire du commerce électronique, on a engagé nos premiers employés, on a déménagé 3-4 fois. Après ça, on a commencé à... Cookit, en fait, juste, je vais faire une pause là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un kit à cuisiner. Ce qu'on fait, c'est qu'on livre, chaque semaine, on publie un menu de 14 recettes, des soupers, des recettes signature, des recettes végétariennes, des brunchs maintenant. On a aussi des prêts à manger qui sont faits en moins de 2 minutes. Et aussi, on a aussi des produits locaux dans le garde-manger. Donc, on fait connaître certains produits d'épicerie à nos clients. Ouais. Donc, c'est un modèle d'abonnement. Donc, chaque semaine, nos clients vont recevoir une boîte ou pas, selon leur choix. Mais c'est vraiment la notion de d'automatiser sa vie un peu. Là, moi, si je pouvais m'abonner à toutes les choses qui ne m'apportent pas particulièrement du plaisir de faire, mais qui t'apportent du plaisir la partie le fun de la cuisine, c'est vraiment de cuisiner, c'est vraiment de mettre un repas sur la table. C'est pas nécessairement de faire une liste d'épicerie avec 14 recettes, avec 14 ingrédients différents puis une facture d'épicerie de 80 $. En tout cas, bref. Donc, c'est ce qu'on fait chez Cookit. On parle particulièrement aux jeunes professionnels et aux familles. Et c'est vraiment, on adapte le produit en parlant... tant qu'on est très client-centric. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lance des choses, on parle à nos clients, on écoute ce que les médias disent, on écoute ce que les médias sociaux disent et on améliore. On n'est pas la version finale de ce à quoi le meal kit va ressembler dans 2 ou 3 ans, mais il y a déjà un bon bout de chemin de fait. Nous, juste avant le COVID, on était sur le point de lancer notre glacière réutilisable. On avait comme pas mal trouvé la solution pour régler l'emballage. Mais là, c'est ça. Donc, on s'est vu propulsé dans une crise. Et juste avant de faire ça, nous, on était... Jusqu'en décembre, on était dans notre entrepôt. C'était un 15 000 pieds carrés. On était peut-être rendu une centaine d'employés à Saint-Michel. Et cet automne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un compétiteur, donc Miss Fresh, qui appartenait à Métro. Et ce que ça nous a donné, ça nous a permis de doubler la taille de l'entreprise, mais aussi d'avoir une usine qui pouvait se rendre à 100 millions de revenus. Donc, nous, quand la crise a frappé, là, on venait juste de fermer le brand de Miss Fresh,
de tout mettre ça sur le cookit, de commencer à optimiser les trucs, puis la crise a frappé tout de suite. Donc, on était quand même, je peux dire, quand même assez prêts à vivre cette croissance. Est-ce que ça va quand même bien, la connexion? On a un petit délai de connexion, mais c'est pas grave. Si on enchaînait maintenant sur la clientèle, là, la crise est arrivée le 12 mars 2020, il y a 5 semaines déjà. Comment c'est arrivé, donc, comment tu as vu le changement s'opérer auprès de la clientèle? Puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette clientèle-là? Là? J'imagine que ça a dû exploser. Est-ce que ça a doublé, triplé? Parle-nous un peu de ça. Là. Comment les clients ont réagi? Entre le 15 mars et aujourd'hui, ça a presque triplé aujourd'hui. Wow. Ça a doublé en 2 semaines. Là, la 3e, 4e semaine, on est rendu, ça a triplé à peu près. Ça met beaucoup, là. C'est embaucher 400 employés. Mais comme je disais, on était quand même bien positionnés. Donc, les clients, ce que la crise a fait, c'est que ça a accéléré le taux d'adoption de commerce électronique de façon monstrueuse. IGA, ça fait 20 ans qu'ils se battent pour lancer l'épicerie en ligne. Puis Instruction, mais c'était pas quand même, là, c'était pas rien de faramineux. Métro, c'était lancé aussi. Nous, Good Food. Donc, on est plein de joueurs qui, depuis des années, se battent pour transférer, compétitionner contre le monde de l'épicerie traditionnelle parce que selon moi, c'est quand même un monde qui est brisé. C'est sûr, certain qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est habitué de consommer comme ça. Mais tu sais, du packaging, il y en a dans les meal kits, il y en a dans les épiceries aussi. Puis dans le meal kit, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le frigidaire du client et dans nos achats à nous, il y a vraiment zéro gaspillage alimentaire. Ce qu'on a tendance à plus voir à l'épicerie, mais l'épicerie se doit d'avoir des tomates pour n'importe quand tu voudrais potentiellement avoir des tomates. Chez Cookit, j'achète exactement le nombre de tomates que j'ai besoin pour ma semaine. Donc, moi, je pense quand même que le monde de l'épicerie traditionnelle doit être revu et c'est avec les nouveaux joueurs, l'épicerie en ligne et tout, qu'on est en mesure d'améliorer cet aspect-là. Et donc, c'est vrai que ça a propulsé, là, on le voit là, partout. Métro dit la même chose, IGA dit la même chose, Good Food dit la même chose, nous autres, on dit la même chose. Puis vous êtes positionné, là, clac, bon moment, bonne place, triple, la clientèle qui triple, c'est extraordinaire, tu sais, c'est vraiment... Oui, puis tu sais, c'est comme, tu sais, je comprends que j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent des grandes difficultés et ça me touche vraiment. Mais il y a ce mouvement de résilience-là, d'agilité, de changement, ce vent-là de 5 semaines qu'on voit, qui est vraiment le fun là, dans l'écosystème, là, puis ouais, c'est ça. Puis parle-nous un peu, donc là, tu as un transfert de demande extraordinaire vers ton service. Là, c'est le temps de s'organiser, c'est le temps de scaler. Ouais. On est dans une crise sanitaire en même temps. Moi, tu sais, à vue de nez comme ça, comme entrepreneur moi-même, je me dis, l'enjeu, ça va être la prod, ça va être l'opération. Parle-nous de ça. Comment, là, on a un enthousiasme, mais il y a une crise sanitaire. Comment est-ce qu'on gère ça comme CEO de cette start-up-là? Puis le moral de l'équipe aussi. Parle-nous un petit peu de l'équipe. La crise frappe, puis c'est arrivé progressivement. Là, on s'en rendrait tranquille. Puis là, on voit le nombre d'abonnements commence à augmenter drastiquement sans qu'on ait nécessairement touché au budget marketing. Et là, il y a 2 choses. Donc, en premier, ce qui se passe, c'est que justement, là, nous, on vend avant, puis après ça, on livre. Fait qu'on a comme 1 semaine de délai entre les premiers abonnements puis de faire vraiment le travail, admettons. Fait que nous, pendant cette première semaine de crise-là, on est partout, on aide les gens de la restauration, de l'hôtellerie, 1000 boîtes, parfait, on offre 1000 boîtes. On s'implique, là. On a du temps quand même à ce moment-là, là, pendant cette semaine-là, on a eu le temps d'en faire. Et là,
cette période de facturation-là arrive, on se rend compte qu'on a quasi doublé en une semaine. Et ce qui se passe aussi, c'est que parallèlement à ça, les employés, les commis de production, il y en a beaucoup qui ont peur, il y en a beaucoup que... Donc là, du jour au lendemain, je me ramasse avec un taux d'absentéisme de pratiquement 50% à tous les chiffres. Et ça, là, c'est que, attends, j'ai 150 personnes de cédulées, il y en a 50% qui se présentent. Oui. Ouais, c'est ça qui se pointe pas. Le lendemain, eux, on les a enlevés de l'horaire. On a engagé des gens d'agence. Sur ce nouveau 100%-là, il y en a un autre 50% qui viennent pas. Fait qu'eux autres, on les enlève encore de l'horaire. Cette semaine-là, là, ça a été L'enfer. ça a été époustouflant parce que dans la même semaine, on a embauché 200 personnes. Fait que ce qu'on a fait, c'est un peu une chance, là, dans le sens qu'on n'a pas de département de ressources humaines chez Cookit. Okay? On est rendu à 25... Avant la crise, on était à 25 millions de chiffres d'affaires, toujours pas de département de ressources humaines. J'ai une formation là-dedans, mais tout le monde s'occupait comme de faire ses propres ressources humaines. Puis je trouvais que ça faisait on était plus proche de nos employés comme ça. Mais là, soudainement, là, tu te ramasses à devoir engager 200 personnes. Fait que ça a bien beau être vouloir fait sur un coin de table, mais là, tu peux plus faire ça. Non. Mais comme on était tellement agile que ce département-là n'existait pas, donc ça nous a permis vraiment de pouvoir l'innover puis de pas froisser personne, admettons. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé 6 recruteurs qui travaillaient de la maison. On a mis des publicités. C'était comme un 3 jours de travail, mais une fois que cette équipe-là a été scalée, là, on est en mesure d'engager, là, on est à peu près à 150 nouvelles personnes par jour parce qu'on a fignolé aussi nos processus d'embauche. Mais là, après ça, ben là, tu as une crise sanitaire. Les CSST sont appliqués, puis ça, c'est le plus gros faire, c'est que soudainement, ton usine est aménagée pour être collée en randonnion, quasiment, être collée comme des sardines, mais finalement, il faut que tu distancies tout le monde de 2 mètres. Puis là, si tu 2 mètres, si tu pas 2 mètres, là, tu parles avec la CSST, achète des masques, OK, mais il n'y a pas de masque, qui fait des visières. Là, on était rendu chez Dollarama, ma food and safety était rendue... T'es allé toi-même chez Dollarama? Non, j'ai envoyé Ginny, c'est ma vie. Okay. Puis on était rendu chez Dollarama à acheter des feuilles rétrécissantes, des affaires de bricolage que j'avais jamais vu que ça existait pour faire des visières. On a fait nos premiers masques tout seul. Là, tout le monde est en train de déplacer des tables. Là, admettons, là, les gens arrivent, les gens sont habitués de commencer leur quart de travail à 7 heures. Fait que tout le monde arrive en moton. Là, c'est comme, ben non, là, les gens, ils doivent arriver. Là, après ça, oui, mais là, les gens, ils devraient avoir des horaires qui sont par équipe pour être sûr que s'il y a une personne qui est mettre ces gens-là en quarantaine, et puis sécurité, et de la part des travailleurs, et de notre part aussi. Fait que ça a été 2-3 semaines. Là, on dirait qu'on est comme déjà un petit peu plus habitués. On a réglé l'aspect sanitaire là, de la chose. Là. Quand on voit ce qui... Puis je veux pas comparer ce qu'on vit avec, mettons, les CHSLD, mais quand je les vois présentement dans leur manque de ressources, je compatis tellement, puis il y a vraiment une différence entre une vie humaine et un kit à cuisiner, j'en suis très, très consciente. Mais cette réorganisation-là que tout le monde doit faire, ces nouvelles procédures, les employés qui travaillent là depuis 10 ans, qui n'ont jamais mis un masque, les autres, ils ne comprennent pas pourquoi tu veux mettre un masque. Il y a aussi les nouveaux qui, eux autres, paniquent parce qu'eux autres, ils ont besoin de travailler, mais... Et tout ça, tout en ayant des... fait que là, nous, on a des besoins d'embauche très, très grands. Mais il y a aussi des subventions salariales qui existent sur le marché pas très, très avantageuses, mais qui sont quand même avantageuses quand tu n'as plus aucune autre dépense extérieure que ton loyer. Puis, fait que c'est un bel environnement à travailler dedans, disons. Oh oui, mais puis c'est des apprentissages à la dure, tu sais, c'est vraiment... Ah, mais moi, je vais m'en sortir grandi de cette crise-là. Complètement. Là. Définitivement, mon leadership, je pense que j'ai fait un crash course en... Puis en recrutement. Pardon? C'est juste en recrutement. D'améliorer ton processus de recrutement. C'était une des questions qu'on avait d'un des participants. Comment faire un recrutement efficace en période de pandémie. Là, tu es en train de faire tes classes là-dedans.
C'est pas évident, mais en même temps, c'est un beau problème à régler. Tu sais. Des problèmes de croissance, c'est toujours des beaux problèmes à régler. Oui, voilà, c'est des problèmes, mais avec le sourire. Tu sais, c'est pas des Là, c'est problèmes ça, c'est que tu ça. règles en braillant. On s'en va comme ça, puis l'équipe est motivée. Puis comment va l'équipe là-dedans? Ah, Comment va l'équipe, l'équipe de direction, puis ton équipe autour de toi? ah, je suis la fille la plus bénie du ciel, la plus chanceuse. J'ai la meilleure équipe autour de moi. Tu sais, les gens sont motivés, sont actuels sur Slack pour quand les gens veulent aller boire un verre, tu sais, pour essayer de récréer un peu l'ambiance qu'il y avait au travail. Euh, les équipes vont bien. C'est sûr que c'est des grosses semaines là, pour tout le monde. Là, donc, ils vont super bien, super motivés, mais ils commencent à être un peu cernés, là, comme tout le monde. Fait que, mais la motivation est là. Puis, ben, c'est ça. Ils n'ont pas d'autres. À part travailler, là, on n'a plus grand-chose d'autre à faire. À part ceux qui ont des enfants, il faut s'occuper de nos enfants. Mais nos loisirs ont pas mal diminué récemment. Ben oui, j'imagine. J'ai quelques questions de participants. Je vais les aborder en vrac. Une de celles-là, c'est par rapport aux produits locaux. Penses-tu pouvoir offrir plus de produits locaux à travers tes boîtes? Genre un repas plus une confiture locale pour le déjeuner. Ça, c'est une question d'un participant. Donc, 70% des ingrédients qu'on va utiliser dans les kits à repas, c'est vraiment des produits locaux. Bon, nos clients veulent manger des légumes verts l'hiver, puis l'offre, elle n'est pas encore là. On regarde des projets de serre, des trucs comme ça, là, mais pour l'instant, c'est pas arrivé encore. Puis pour l'instant, les clients, malheureusement, ne sont pas prêts à payer ce prix-là. Parce que c'est vraiment beaucoup plus dispendieux, on ne se le cachera pas. Mais c'est sûr qu'il est certain que du moment que les récoltes commencent au Québec, bien là, on peut se permettre de voyager à travers le Québec. Puis, un des avantages des kits cuisinés, c'est que moi, je me souviens quand il y avait eu le chou-fleur gate, là, puis là, ça commence à être un exemple qui date, là, mais il y a comme 4-5 ans, puis les gens, ils capotaient parce que le chou-fleur était 8 $. Non, mais achetez-en pas du chou-fleur. Il y a le topinambour, il y a le navet durant cette période-là. Donc, mais c'est des choses ça prend vraiment du temps puis de la dédication. Si, tu sais, je vois Pat Pelsner qui dit faire son marché. Oui, moi aussi, j'adore ça, aller faire mon marché. Puis, mais sauf que dans ma vie quotidienne, j'ai pas nécessairement le temps de le faire à toutes les semaines. Puis c'est vraiment dans là que Cookit rentre. Là. Donc, et dans notre garde-manger, dans nos prêts-à-manger, on est vraiment à ce moment-là 100% local. Tous les produits, on n'accepte aucun produit. On ne propose aucun produit à nos clients qui n'est pas local. Et par exemple, on commence à planifier notre expansion. On est quand même très Québec-centrique là, pour l'instant. 90% de nos clients sont au Québec, 10% sont en Ontario. Voyons. Mais dans nos plans de croissance, c'est qu'on veut répliquer exactement la même chose en Ontario. C'est qu'on ne va pas leur proposer des produits locaux du Québec, mais bien contribuer à la fierté de l'Ontario quand on va s'installer là-bas en proposant des produits du garde-manger, proposant des produits pour nos clients de l'Ontario. Donc, la stratégie locale de Cookit, elle est très, très, très près de nous. J'en doute pas. J'en doute pas que ça doit te tenir à cœur, c'est certain. Définitivement. J'ai une autre question de Sonel. Nous sommes Tempeh Hein ou Tempeh In, une start-up montréalaise qui produit du tempeh mariné et pré-cuit à Montréal. Nous avons un stock de tempeh mariné prêt à partir. Est-ce que Cookit serait intéressé? Bien sûr, mais c'est parce que ça en prend des grandes quantités ces temps-ci. Quand un fournisseur nous approche, des fois, il ne réalise pas nécessairement la quantité de nourriture qu'on va approcher. Mais oui, tu peux m'écrire sur Facebook, puis on pourra se jaser. Prochaine question. Quelles sont les mesures sanitaires mises en place, Patrick de Pelsener? Donc, les mesures sanitaires, donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment, bon, on a aménagé, comme je disais, on a aménagé l'usine de travail pour espacer le plus possible. Quand on est à 2 mètres, à ce moment-là, dans l'usine, ça va, même si on porte le masque et la visière en tout temps. Donc, c'est masque, visière, sarrau, gants. On a espacé, comme je dis, tout ce qui est les pots dans les Flintstones,
à midi, ça sonnait, puis tout le monde allait manger, là. Mais maintenant, il y a une pause à midi et demi, à 1 heure, à 1 heure et demie, parce que, juste, on a quelqu'un que son rôle, c'est préposé à l'accueil pour prendre la température, etc., pour chaque heure de travail. Mais pendant les pauses, son rôle aussi, c'est d'aller replacer les chaises aux bonnes places. Parce que c'est le genre d'encadrement qu'on doit apporter, parce que les gens sont pas nécessairement assez sensibilisés, puis de toute façon, ils viennent en amis, etc. Pour tout ce qui est marketing, service à la clientèle, tous les emplois qui se font en télétravail, évidemment, tout le monde est parti en télétravail. Et c'est vraiment le processus d'accueil qu'on a vraiment encadré. Donc, prise de température à l'arrivée, lavage des mains réglementaire pendant 20 secondes, etc., etc. Donc, on est en constante on a eu aujourd'hui parce que, justement, c'est un gros travail que tout le monde doit mettre en place simultanément. Là. Fait qu'effectivement, il y a 3 semaines, on n'était pas chaud au bout. Il y a 2 semaines, on était un petit peu moins poche. Puis là, je pense que là, je suis pas mal fière de ce qu'on est rendu là, en termes de précautions là, sanitaires. Hein. Good. Prochaine question. Quels sont vos défis au niveau de la livraison? Mais la livraison, ça se passe quand même assez bien parce que comment on sous-traite à des plus petites compagnies, des courriers, dont un qui est à la maison Notman, qui est Box Night, qu'on adore. Puis, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on leur prépare ça en palette et eux, ils viennent le chercher. Donc, je pense que, si je ne me trompe pas, on travaille avec 11-12 compagnies de livraison pour différents secteurs. Donc, à Toronto et à Montréal, c'est pas nécessairement les mêmes compagnies. En fait, c'est pas du tout les mêmes compagnies. Mais à Mirabel, Montréal non plus. À Mirabel, c'est pas la même compagnie non plus. Puis ces temps-ci, ils n'ont pas vraiment de problème d'embauche parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller travailler dans leur voiture puis avoir un peu, être pas dans le chaos, entouré de plein de monde. Donc, ils n'ont pas vraiment de problème d'embauche. De la les boîtes étaient livrées, peu importe ce qui arrivait, là, 100% du temps. Depuis 2-3 semaines, ce qui se passe, c'est que c'est plus de la logistique de Cookit qui est déficiente au niveau de comparé à la livraison parce que justement, juste l'entrepôt, c'est un bordel. Juste fait qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on est en train d'améliorer, là, mais la semaine passée, c'était 98% des boîtes qui se sont bien faites livrer, mais il y a quand même eu un 2% des boîtes qu'on a cherché un peu partout, qu'on n'a pas été en mesure de produire. Donc, ça, c'est plus mes défis. Au courant des prochains 10 jours, ça va être vraiment plus au niveau de la logistique de Cookit et non pas de la livraison. Oui, OK. Les questions commencent à rentrer pas mal. Avez-vous des clients corporatifs? Question de Mohamed. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des partenariats corporatifs, une des stratégies marketing de Cookit. Dans les dernières années, on a dépensé 1,5 million en marketing, ce qui fait en sorte qu'on dépense vraiment beaucoup moins d'argent que nos compétiteurs. Donc, on se doit d'être un petit peu plus créatif. Et une des choses qu'on fait pour aller chercher des nouveaux leads qualifiés en tant que client, c'est qu'on développe beaucoup de partenariats déjà. Essayer de trouver des façons pour soit entrer dans leur programme comme ça, ou que ça tombe dans le programme d'avantage aux employés. Donc, on a quelques clients, des bureaux d'avocats, etc., qui, eux, vont même payer la moitié de la boîte à leurs employés. Pour leurs employés. Donc, c'est ce genre de client corporatif-là. Mais sinon, on ne va pas commencer à cuisiner des kits à cuisiner dans la cafétéria. Non. C'est comme une demi-heure de cuisine, puis 3-4 chaudrons. Là, fait que, nope. Absolument. Question de Suzy Tanguay. Combien de boîtes livrez-vous en moyenne par semaine? Là, on est à 15 000. Wow. OK. Ouais. Quel profil de candidat avez-vous embauché? D'où viennent-ils? Avez-vous toujours des besoins à ce niveau?
On a embauché, on a embauché beaucoup de monde, là. Majoritairement commis production, commis entrepôt, commis nettoyage. Sinon, je pense qu'on a engagé 2 devs. On recherche un business data, un comptable. On a embauché quelques postes, là. Service à la clientèle, on a embauché une bonne dizaine de personnes. Donc, c'est vraiment tout genre de profil, là. Super. J'ai une dernière question. Les mesures mises en place pour augmenter la capacité de production. Ça, c'est un super de bon point. C'est super intéressant. Je pense qu'on a poignées dedans, là, pour ce que tu peux faire pour optimiser. Donc, par exemple, on a ouvert des quarts de travail. Donc, on a un quart de nuit maintenant qui roule. Avant, ce qu'on faisait, c'est que, par exemple, on faisait le portionnement. Donc, on faisait tout le portionnement du bloc 1. Donc, toutes les équipes allaient portionner de la coriandre, du paprika, etc., etc. Et ensuite de ça, tout était mis dans des bacs. Puis après ça, ces bacs-là étaient transférés dans la chambre froide. Et après ça, c'est là qu'on allait faire l'assemblage des sacs recettes. Et là, on prenait tous les ingrédients, on mettait ça dans un sac et on mettait ça au bout de la chaîne. Puis là, la chaîne commençait. Puis c'est là qu'on ramassait les trucs pour faire le pick and pack pour les boîtes. Là, c'est vraiment... Là, ça travaille en continu 24/7. Fait que tu as du portionnement qui se passe à toute heure du jour, de la nuit. Tu as du pick and pack qui se passe à toute heure du jour, de la nuit. Tu as de l'assemblage qui se passe. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas avant. On a doublé les chaînes de production. Là, tu sais, admettons, ce qu'on a fait il y a 2 semaines, c'est qu'on disait, OK, on va vraiment soutenir les entrepreneurs québécois. Fait que là, on a ouvert tous les produits du garde-manger. Là, on était rendu à une centaine de SKU pour finalement se rendre compte que ça diminuait notre capacité notre vitesse de 30% parce qu'on avait tellement de produits du garde-manger. Fait que là, finalement, on a dit, OK, mais excusez, finalement, on va pas soutenir tant que ça l'entrepreneuriat local. On est vraiment désolé parce que là, on fournissait plus, tu sais, puis des fois, t'en fais des affaires comme ça, là, où t'es comme, yeah, on fait ça, puis non, finalement, on fait pas ça parce que ça marche pas. Et donc, c'est ça. Donc, engager un consultant externe. On a aussi, une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a embauché des gens aussi pour aider nos superviseurs. Par exemple, quand tu as un quart de travail en temps normal, puis tu as 2-3 personnes nouvelles, tu sais, c'est facile tout le monde peut aider un peu à la tâche. Mais là, ce qui se passait, c'est que les superviseurs, ils géraient des employés qu'ils ne connaissaient pas et ressources supplémentaires pour nos superviseurs, pour les aider à faire de la formation puis à encadrer un peu ces équipes-là. Là. Donc, ça, c'est les principales mesures qu'on a mises en place, là, mais ça n'arrête plus. Tu sais que, je vais être honnête avec vous, là, vendre des à cuisiner, tu sais, c'est ça, tu sais, on a grandi une belle business, mais ça n'a jamais été facile, mettons, Cookit, de vendre. Ça a tout le temps été un effort, puis il a fallu qu'on innove beaucoup. Puis il y a beaucoup de nos équipes il y a beaucoup du budget et de l'intelligence d'affaires et qui étaient vraiment dédiés au marketing, à la performance e-commerce, à l'innovation pour vraiment rester concurrentiel comparé à nos concurrents. Ouais, c'est ça. Et par rapport à notre meilleure version de nous-mêmes, mettons. Mais ça, pour une fois, depuis toujours, tous les cerveaux sont tournés vers la production. La production. C'est ça. Fait que là, les devs travaillent sur des objets, sur des features pour la production. Donc, même le marketing travaille pour la production aussi. Donc, c'est vraiment tout le monde qui s'est retourné pour aider, pour supporter le service à la clientèle et à les opérations qui étaient un peu, peut-être, un peu les underdogs. Puis si, je trouve que c'est vraiment ça qui se passe. Ligne web, qui avait tous les projets et tout. Puis là, soudainement, non, faut, c'est comme les préposés aux bénéficiaires. Puis là, finalement, on se rend compte, pour rouler la vraie, ce qu'on a besoin, c'est ces gens. Ben écoute, je pense que time's up. Judith, on a fait un bon tour de roue. On a répondu à la majorité des questions de nos participants. Je te remercie beaucoup d'avoir donné de ton temps pour témoigner de ton expérience. C'est inspirant pour les autres entrepreneurs dans l'écosystème startup. Puis au plaisir de te voir bientôt, Judith. Puis bonne chance dans ta croissance. Bye!
Bonne Ciao. journée. Merci à tout le monde. Bye. Ciao. J'en profite pour vous indiquer que, comme on l'a annoncé hier, la ministre Mélanie Joly a eu un empêchement aujourd'hui. Donc, c'est reporté la semaine prochaine. On va vous confirmer la date et l'heure de la rencontre avec la ministre au courant de la semaine prochaine. Donc, en début de semaine, on devra avoir une date et une heure pour ce prochain webinaire. Et maintenant, on passe au deuxième segment de la... on passe au deuxième segment de notre webinaire aujourd'hui avec Gabrielle Larue. Merci d'être là, Gabrielle, fondatrice et présidente de Lokego. Donc, moi, j'aimerais ça, j'avais envie de t'avoir ici dans le webinaire pour témoigner justement d'une expérience là, de résilience en tant qu'entrepreneur dans une industrie. La semaine passée, on avait Dominique Gagnon de Connect & Go dans le secteur de l'événementiel, qui est un secteur qui a beaucoup souffert. Peut-être, parle-nous de ta business avant tout, puis ensuite nous parler de la chute là, de ce secteur-là rapide. Sur plein de plateformes. Ouais, je pense que Judith est encore en ligne. Judith? Oui? Excusez. Merci. Tu as juste à muter en bas à gauche. Oh, ouais, voilà. That's it. Bon. Oui, ben écoute, c'est sûr que dans les dernières semaines, on est passé de... en fait, ce recap un peu, on avait eu une très grosse saison des festivals l'année passée. Puis après ça, on a juste installé notre première installation permanente au Centre Bell. Donc, on rentrait vraiment dans des marchés super intéressants de l'entertainment, mais permanent. On avait des bons chiffres au Centre Bell, ça allait bien. Puis là, on a vu la crise qui s'en venait. On a commencé à être inquiet pour nos événements. En fait, le premier qui était annulé, c'était South by Southwest. On s'en allait, les casiers étaient loadés sur des palettes. Le truck était littéralement... Il arrivait le lendemain. Puis ça a été annulé la veille. Puis après ça, ça a fait boule de neige. Le Collision a été annulé. Puis on en a eu 3-4 qui ont annulé. Puis on a fait OK. Puis on a dit, bon, on va garder ça dans le radar, mais on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. On ne prendra pas de décision tout de suite. Puis quand le Centre Bell a fermé, là, on a fait OK, là, il faut vraiment prendre une décision de avec quoi notre été. Puis on a tout de suite décidé qu'on faisait un nouveau plan d'action qui comprenait 0 revenu événementiel. Puis, ben, on voit que c'est ça qui se passe. En fait, tous nos événements ont officiellement été annulés. Donc, c'est ça. Pour nous, c'est sûr que ça a été un choc, là, mais je te dirais qu'on avait déjà préparé l'avenir pour Lokego. Vers où on s'en allait, le pivot qu'on a fait présentement, c'est là qu'on s'en allait. On prépare ça depuis septembre dernier. Oui. Donc, c'est un genre de mixed feelings de... On avait vraiment hâte d'aller là, mais on ne pouvait pas parce que il faut rester focus dans notre expertise. Puis là, on est comme, ah ben, OK. Dans le fond, c'est quasiment le fun parce qu'on est vraiment excités du prochain marché qui nous attend. Fait que peut-être nous parler justement de ta business, de ce que vous offrez. Puis ensuite, on parlera du pivot que vous êtes en train de faire. Mais parle-nous de ta business, tes clients, puis comment tu vois l'avenir de ce secteur-là. Je pense que vous avez fait un pivot bien intéressant avant même que la crise arrive. En effet, on en avait parlé à l'automne. Fait que parle-nous un peu de ta business avant tout. Là. Définis-nous ça, puis ça va être qui ta clientèle ensuite dans ton pivot. Donc, Lokego, on fait la location de casiers intelligents dans les événements de façon temporaire ou permanente. Soit qu'on les amène, disons, à Oshiaga. Donc, la personne va aller sur lokego.com, va réserver un casier, va le payer, va recevoir son code par courriel ou va pouvoir associer son bracelet festival au casier. Puis une fois que tu arrives à l'événement, ben, scanne ton bracelet, tu rentres ton code, puis tu as accès à un casier toute la journée pour entreposer tes objets, recharger tes appareils électroniques. Puis on fait ça depuis 2016. On a commencé en 2016 avec un casier en bois, avec un cadenas, puis on avait une plateforme de réservation, mais ça ne connectait pas. Puis on s'est dit, ça serait vraiment cool si le casier pouvait parler à la plateforme, puis il n'y aurait plus de taxes. Puis après ça, on a parti sur cette idée-là. On a fait tout le parcours des accélérateurs. On est rentré au Centec. On a commencé à développer la tech. Après ça, on est rentré à Founder Fuel. C'est là que ça a vraiment accéléré. On a eu notre première ronde de pre-seed avec Real Ventures.
Puis après ça, ben, on a vraiment été capable d'accélérer le développement de produits pour arriver au produit qu'on a présentement, qui est un casier connecté à la plateforme de réservation en ligne et qu'on peut contrôler à distance. Puis, ben, c'est ça, on avait vraiment le vent dans les voiles. On avait doublé nos revenus de 2018 à 2019. Puis, on s'alignait sur une très grosse année, notre plus grosse année, justement, avec l'ouverture de tout le réseau des arénas, des stades, des événements internationaux et compagnie. On avait fait notre premier gros événement à San Francisco. Puis, ben, c'est ça, là, ça crumble. Mais avec un casier intelligent, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de use cases différents que c'est juste par passion de notre business. On avait imaginé comme multiples scénarios de qu'est-ce que notre business pourrait être. Et depuis que j'ai parti de la compagnie, mon rêve, ça a toujours été que tu aies ton endroit à toi, n'importe où tu vas sur la planète. Tu pourrais toujours pouvoir réserver ton petit casier quelque part avec ton téléphone, soit pour entreposer tes objets, mais cette idée-là a évolué vers mais peut-être qu'on pourrait se faire livrer des trucs à l'intérieur, peut-être qu'on pourrait retourner des trucs qu'on a achetés en ligne, peut-être que je pourrais transmettre des objets à des gens dans la ville. Fait que de cette idée-là est né le projet qu'on appelle Projet Mesh, qui est de créer un réseau de boîtes connectées dans les villes, un peu comme le modèle Bixby. Donc, c'est un modèle public, si on veut, qui appartient à n'importe quel partenaire qui veut s'intégrer. Donc, depuis septembre, on travaille sur cette idée-là. Puis, ben là, on est rendu là. Puis, je pense qu'avec la crise, je dirais que le monde le voyait, il comprenait, mais là le monde a dit, OK, non, on a besoin de ça, parce que pour toutes les raisons que je pourrais décrire après, mais c'est un peu ça, notre histoire en 3 minutes. Ouais, puis donc parle-nous un petit peu là, donc, du pivot que vous faites, puis des tests que vous voulez mettre en place, des pistes de solutions, parce que tu sais, on est dans une crise, ça accélère ce processus-là. Ouais. Puis, tu sais, toi, tu es vraiment dans un cas où tu as un pivot à faire rapidement. Tu as quand même été capable de protéger ton cash flow. Comment ça se passe maintenant, le pivot, puis les clients que tu approches, puis les prospects que tu approches? Oui. Bien, ce qui est très weird, c'est qu'on est dans une meilleure position financière qu'on était avant la crise grâce à tous les gestes qu'on a posés rapidement. Là, je pense qu'on a diminué notre burn rate de comme 80 là, ça n'a aucun sens. Fait qu'on s'est allongé notre runway pour être confortable, disons. Aussi, vu que l'équipe avait déjà commencé à penser à ça, on avait déjà commencé, même techniquement parlant, à tout faire le product roadmap de cette solution-là. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en allait. On avait même fait les budgets. On était déjà en recrutement de stagiaires. On était déjà en recrutement. On avait déjà déposé des projets à la Ville de Montréal, au ministère de l'Innovation, au Paris. Fait qu'on était déjà bien positionnés pour ça. Fait que nous, de ce côté-là, ça va. Là, ce qui a été dur, c'est plus le 2-3 semaines où est-ce que ben là, on a renvoyé tout le monde, on n'était plus au bureau. Là, on venait juste de signer sur le plan d'action avec le board. Puis ben là, il faut le refaire au complet. Fait que, ça, on est un peu encore là-dedans, mais là, ça se clarifie vraiment. Là, je te dirais, cette semaine, c'est pas mal. On est dans nos dernières validations, on est en appel tout le temps avec des transporteurs, des commerçants, des plateformes e-commerce, puis des lieux aussi, parce que dans le fond, le défi pour nous, c'est d'aligner toutes les parties prenantes de la chaîne logistique à la fin, là, le last mile delivery. Il faut aligner toutes les parties prenantes pour faire un projet concret. Donc, présentement, nos défis, c'est de trouver un premier projet pilote concret. Puis pour ça, on a toujours besoin de minimum 2 intervenants, puis idéalement 3. Donc, un commerçant qui vend en ligne, un transporteur local. Donc, quand je dis transporteur local, on parle de, pas Post Canada, par exemple. C'est plus des transporteurs qui font l'île de Montréal. On parle de Boxnight. On est en conversation avec Boxnight. On est en conversation avec plein d'autres transporteurs. Puis, un lieu. Fait qu'on a des lieux qu'on allait installer, par exemple, la Maison Notman, l'espace CDPQ, mais là, ces endroits-là sont fermés. Fait que là, il faut trouver des nouveaux lieux, il faut être créatif. Fait qu'on est en discussion avec
plusieurs intervenants, plusieurs lieux dans la ville. Mais notre défi, là, c'est ça, c'est d'avoir un vrai commitment, un vrai go, puis de pouvoir installer des casiers. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une flotte là, de centaines de casiers prêts à être déployés parce qu'on fait de l'événementiel. Tu sais. Ouais. Donc, puis au niveau tech, on est à quelques semaines de pouvoir faire un déploiement projet pilote. Donc, mon plus grand défi, c'est ça, c'est de trouver un premier projet porteur. Puis, je te dirais qu'il y en a deux très, très solides qu'on est en train de closer, mais la portion lieu reste encore le plus gros défi. Puis justement, tu as fait, on a vu passer quelques articles dans les médias sur toi. Tu as quand même certains prospects. Fait que moi, je pense que la balle, the ball is rolling. Tu es quand même en train de développer ça. Fait que je suis content de savoir aussi que le pivot, là, c'est pas juste en relation avec la crise. Tu avais déjà un pivot planifié, tu sais. Ouais. Absolument. Oui, c'est planifié parce que c'était notre big vision. Puis moi, c'est un peu tout le temps là-dessus que je travaille pendant que les autres sont plus dans le day-to-day. Mais je tente les deux, mais je planifie tout le temps 2-3 ans d'avance. C'est une chance, dans le fond, pour nous. Puis là, comment ça se passe avec l'équipe? Parle-nous de l'interne, parce que c'est quand même un changement important. C'est une accélération d'un pivot que vous vouliez faire. Fait que comment tu as réussi à garder le moral de l'équipe là-dedans? C'est mon plus gros défi. On est chez Lokego, je dirais que la culture d'entreprise, c'est pas mal c'est comme mon focus principal, que tout le monde ait du fun. Je t'aidais avec ça, puis on va tout le monde un petit peu dire par avoir du fun, mais il faut qu'on ait du fun, sinon c'est plate. J'ai pas parti une compagnie pour que ça soit plate. Puis, fait qu'on avait tout le temps des petites activités, on dînait ensemble, on jouait au basket dans l'entrepôt, on faisait tout ça, c'est comme ça n'existe plus. Puis ça nous soudait beaucoup, on est une famille, tu sais. Ouais. Fait que ce qui était dur, c'est de s'adapter, aux nouveaux horaires de tout le monde, parce que j'en ai qui ont des enfants, fait que là, certains jours sont juste pas disponibles. Puis nous, on se parlait quasiment de 7 à minuit, n'importe quand, n'importe comment. Mais ce que j'admire de tous les membres de l'équipe, c'est que tout le monde est capable de comprendre et s'ajuster aux réalités de tout le monde. Donc, s'il faut travailler un soir, on le fait. S'il faut travailler un samedi, on le fait. Il y a comme plus de jours, il y a plus de... Mais, mettons, de l'autre côté, moi, comme CEO, moi, ce que je leur dis, c'est, si vous avez besoin de prendre des journées, prenez-les. Tu sais, comme, on fonctionne plus, mais on fonctionnait déjà par objectif. Puis là, c'est comme encore plus renforcé, là, parce que, dans le fond, on donne des objectifs pour la semaine, puis on fait des touch base à tous les jours. Mais après ça, je les laisse aller. Tu sais, puis les gens chez Lokego, c'est tous des gens super autonomes, très responsables, puis qui suivent leurs horaires. Là, je sens qu'on est en train de se placer. Mais ça a été vraiment dur. Puis il y a aussi ce que je dis souvent, c'est des fois, je suis la patronne, mais je suis aussi comme l'amie. Je suis aussi des fois, c'est la confidente. Fait que j'ai comme plein de rôles avec mes employés, ce que j'aime, parce que je suis très, très proche de mes employés. Mais des fois, on dirait que je suis comme, est-ce que je dois régler tous les problèmes? Non. Des fois, c'est juste d'écouter. Puis des fois, c'est un conseil de ma CFO qui m'a dit ça. Tu sais, des fois, ils veulent juste te parler. Tu sais. Fait que là, mon rôle évolue en tant que leader, puis je trouve ça intéressant, mais là, je sens qu'on a trouvé un bon équilibre, puis mais je pense que ça a aidé de faire un plan d'action très, très clair et concret. Oui, puis toi, tu as eu, dans ta gestion de ton cash flow, est-ce que tu as eu à laisser aller des gens ou tu as été capable de garder ton équipe intacte, là? Non, j'ai laissé aller tout le monde, à part... en fait, la première chose que j'ai faite, c'est moi. Je me suis enlevée du salaire. Après ça, j'ai dit, OK, on va réduire vos heures. J'ai dit, non, OK, on ne peut plus rien faire. On va attendre les programmes gouvernementaux. Donc, tout le monde qui était sur le payroll sont maintenant sur les programmes d'aide. Les seuls qui sont encore payés, c'est mon équipe de développeurs qui est à l'externe, qui sont en Ukraine. Mais on a capé... avant, c'était un peu les valves étaient ouvertes puis on y allait par projet. Là, on a capé par mois ce qu'on dépense jusqu'à temps qu'on ait les subventions qu'on attend d'une seconde à l'autre ou qu'on close la ronde de financement.
Puis toi, parlant de subventions, là, les programmes gouvernementaux, est-ce que toi, tu rentres dans les critères là, des différents programmes? Parle-nous un peu de ça, parce que c'est le prochain sujet qu'on va aborder, là, c'est les mesures Oui, proposées par le ben gouvernement. je pense que, ben, en tout cas, je pense que la réalité de toutes les startups en tech, c'était super flou pour nous. On est quand même une bête noire, là. On est comme entre plein de critères. Pour le 40 000 des jardins, ben, en tout cas des banques, là, ça, on est éligible, on l'a eu. Pour le 75 de la masse salariale, on est éligible aussi, on attend des nouvelles. Au niveau des moratoires, on les a tous eus sur tous nos prêts. Donc, nous, on a Desjardins, BDC, PME Montréal, Famessor et Investissement Québec. Donc, on a, ça c'est beau, ça dépend. Il y en a que c'est sur le remboursement du capital, il y en a que c'est sur les intérêts, il y en a que c'est sur les deux, il y en a que c'est 3 mois, il y en a que c'est 6 mois. Là, le défi, c'est de dire, OK, cool, merci, mais quand ça ressort, on va être capable, tu sais, de ramp up, puis de... C'est sûr que nous, on ne pense pas générer des revenus là, pour... donc, dans notre cas, on n'a pas le choix de lever une autre ronde de financement pour être capable de, quand on va être rendu là-bas, quand ça va repartir, d'être capable de continuer. Sinon, les autres programmes, ben là, je sais que IRAP, le Paris, avait sorti un programme. Au début, le mot d'ordre a été on finance juste des projets COVID. Fait que nous, on s'est essayé. On a dit, OK, mais est-ce que ça aiderait au niveau de la supply chain? Finalement, c'est vraiment juste des projets comme au niveau médical et compagnie, ce qui est correct. Puis après ça, ils ont dit, OK, non, mais là, il faut quand même continuer à aider. Fait que là, on a resoumis le projet, puis là, on est en attente. Fait que je sais qu'il y a du mouvement au niveau du Paris, là. IRAP là-dessus. Sinon, les autres programmes, je t'avoue que là, il y a la BDC qui va offrir des prêts, mais nous, on n'est pas éligible parce qu'on n'est pas... pas rentable. Mais là, il y a l'annonce, hier soir, la Ville de Montréal a annoncé de la bonification là, de la mesure d'urgence du gouvernement du Québec sur le prêt. Donc, il y a un moratoire sur les paiements d'intérêt dans les 6 premiers mois, puis un taux de 3 sur le prêt. Donc, la Ville va aussi bonifier ce prêt-là. Fait que, moi, je pense que les paliers de gouvernement se sont mobilisés pas mal là, pour venir en aide. C'est juste que notre souci des dernières semaines, c'était de voir comment on pouvait mettre en application ces mesures-là aux startups précisément. Il y en a qui ne correspondaient pas, notamment la mesure de 75 de subvention salariale. Il y a bien des startups qui ne correspondaient pas à ça parce qu'ils n'étaient pas capables de démontrer une décroissance de revenus year on year. C'est ça. Donc, toi, tu étais capable de... Oui, bien, parce que nous, c'est assez flagrant. C'est les cycles de vente de l'événementiel qui ont fait en sorte que nous, ça fit, mais ça, c'est une lock. C'était un coup de lock dans ton cas, effectivement. Par hasard, là, tu sais, c'est ça. Fait que je sais que, mettons, n'importe quel business en tech qui est plus SaaS model, je suis pas sûre qu'ils sont capables de montrer ça. Ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Puis, c'est pas suffisant non plus. Tu sais, le 40 000, c'est cool, merci, mais tu sais, c'est combien de semaines, de mois de burn rate pour une startup en tech, c'est rien. Donc, moi, c'est plus au niveau de l'investissement privé que là, c'est encore nébuleux. Qui investit encore? Tu sais, je sais qu'il y a des listes, tout le monde est encore actif, mais oui, mais vous regardez quoi maintenant? C'est une business qui avait un super bel avenir avant COVID, puis qui là, qui n'est pas nécessairement en mesure de pivoter ou qui n'a pas besoin de pivoter, qui fait juste attendre que ça recommence, bien, est-ce que cette business-là a des chances d'avoir de l'investissement présentement? Le focus des investisseurs est où? Fait que moi, c'est toutes ces questions-là que là, je commence à creuser puis à voir qui est là, tu sais, qui est encore là. Je sais que du côté de Real Ventures, je sais qu'eux sont très, très, très impliqués et ils veulent continuer à investir. En Québec aussi, c'est le mot d'ordre qu'ils ont envoyé, mais c'est ça les grandes questions présentement. Bien, c'est certain que si tu arrives avec des projets pilotes, tu arrives avec une démonstration d'une traction dans ton nouveau modèle ou dans ton nouveau segment de marché, je pense que ça va se financer tout seul, ta business. Là, mais je pense que c'est ça la clé, c'est la capacité de démontrer une traction exact. Avec ton modèle. C'est ça notre plan de match. Dans le fond, c'est pour ça que le focus, c'est lockdown d'un premier projet pilote concret avec des partenaires, avec un assez haut volume pour montrer quelque chose de le fun. Puis
dès que c'est fait, on press play, mais on sait que nos investisseurs actuels, la plupart, en fait, le board a approuvé la direction 100%, puis on sait que la plupart des investisseurs actuels veulent revenir, mais à voir sous quel terme et à quel montant. Là, mais... OK. Ben, écoute, Gabrielle, on a écoulé notre temps ensemble. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler, de partager ton expérience. Tu fais partie des entrepreneurs inspirants dans l'écosystème. Tu as la capacité de surmonter cette difficulté dans la crise. Puis, je te souhaite bonne chance dans ton pivot, bonne chance avec ton nouveau segment de marché, puis on va essayer de t'aider le plus possible au courant des prochains mois. Merci. Oui, merci beaucoup. Salut, Gabrielle. Bye. Ciao. Je vais passer au dernier segment du webinaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire les mesures économiques, juste un retour sur les mesures en place. La semaine passée, on a eu l'annonce des prêts de 40 000 et moins garantis pour les PME. Il y a le PACM, qui est le programme d'aide pour la formation des employés, qui est intéressant aussi, vraiment à creuser d'ailleurs. Surtout en temps de crise comme ça, c'est quand même l'occasion de former ses employés, notamment au télétravail, au processus à mettre en place pour le télétravail. Donc, de ce côté-là, moi, je trouve que c'est une mesure intéressante à laquelle les startups ont accès. Il y a eu l'annonce d'assouplissement de l'éligibilité donc à la subvention salariale fédérale la semaine passée. Tu peux maintenant comparer les mois de janvier, février au mois de mars 2020 pour démontrer une décroissance de 15 %. Donc, ça, c'est un assouplissement intéressant. Les dernières mesures annoncées cette semaine, il y a l'élargissement de la PCU du fédéral, donc qui donne droit à ceux qui ont gagné 1 000 $ et moins de revenus d'avoir accès à cette mesure-là. Il y a l'aide d'urgence, comme je le mentionnais, aux petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui est la mesure provinciale pour accéder à un prêt garanti de 50 000 $ et moins, qui a été bonifié. Il y a eu une annonce hier soir d'une bonification par la Ville. Donc, les premiers 6 mois d'intérêt sont payés par la Ville de Montréal à un taux, assorti d'un taux de 3 %. Donc, une belle annonce aussi hier de la part de la Ville qui vient en complémentarité d'un programme provincial. Ça, c'en est une mesure concrète, précise, qui vient répondre aux besoins des startups. Il y a également l'annonce de l'élargissement des critères d'admissibilité aux prêts garantis libres d'intérêt. Donc, on est maintenant dans une fourchette de 20 000 à 1,5 million de masse salariale qui sont éligibles. Il y a eu également l'annonce d'un programme de financement de la R&D, l'annonce d'un portail de ressources en santé mentale. Donc, on vous encourage à aller voir ça. Toutes ces mesures-là sont, je vous le rappelle, disponibles sur notre site web. On a une liste de ressources sur le site de Bonjour Startup. Vous avez accès à tous ces liens. Et on a un document collaboratif, Google Sheets, où on explique chacune des mesures. Et ce document-là est nourri à tous les jours en mode collaboratif. Aide-mémoire. Donc, rapidement, je vous rappelle que les modalités d'accès aux mesures qui se mettent en place progressivement, il faut suivre l'actualité. Il y a beaucoup d'annonces qui se font à chaque semaine. Et actuellement, on est en train de parler de la relance. Là. Fait que là, les mesures d'urgence se mettent en place et se concrétisent. La Ville a fait également son annonce hier soir. Il va sûrement avoir d'autres annonces dans les prochaines semaines, mais là, le gros des mesures pour la période d'urgence a été annoncé. Là, je pense que les gouvernements vont commencer à se concentrer sur la relance. Donc, vous allez entendre davantage parler de relance au cours des prochaines semaines, progressivement. Les préoccupations actuelles des startups, gérer mon cash flow, c'est encore dans les préoccupations majeures des entrepreneurs, baisse de revenus, recherche d'opportunités. Donc, on en a parlé abondamment dans les dernières semaines, l'importance de la gestion du cash flow et l'étirement de nos liquidités, du temps d'épuisement de nos liquidités dans le temps, ce qu'on appelle communément le runway. D'avoir un runway de 12 mois minimum
et je pense que la cible qu'on souhaite viser, 12 à 18 mois, c'est une bonne cible. L'autre préoccupation, comment faire de bonnes prévisions de vente dans un contexte d'économie instable. C'est certain qu'il faut faire des scénarios basés sur des cas concrets validés avec des prospects qui nous permettent de faire des projections les plus concrètes possibles. Mais c'est important de faire des scénarios. Donc, un scénario catastrophe, que j'appelle souvent, qui est nécessaire. Donc, si on coupe tous les revenus, si on a évidemment coupé les dépenses nécessaires, qu'est-ce qui nous reste? Je pense que ça, c'est un scénario absolument à faire, qui est douloureux, mais à faire. Un scénario plus réaliste, puis un peut-être plus optimiste dans le cadre des 12 prochains mois. Je pense que c'est la façon d'aborder la scénarisation au niveau des projections des ventes. La recherche d'emploi, donc recherche de talent pour ma startup. On a un outil de collaboration en ligne. Vous allez avoir le lien ici dans cette présentation pour y accéder. Comme je le mentionnais, on a aussi le document collaboratif pour clarifier les mesures gouvernementales. Et il y a un questionnaire de Startup Genome qu'on va également diffuser. Je vous encourage à le remplir. Ça nous permet, nous, de nous comparer à d'autres écosystèmes dans le monde. Startup Genome, je vous le rappelle, est un organisme mondial qui recense et mesure la performance des écosystèmes startup à travers le monde. Donc, ça nous permet de nous comparer l'impact de la pandémie à Montréal versus Stockholm, versus San Francisco, Boston, etc. Donc, toutes les villes qui sont recensées et mesurées. C'est important de pouvoir participer, de contribuer à cette intelligence collective globale. Donc, je vous invite à contribuer à ce questionnaire pour qu'on puisse participer à l'effort collectif, comme je le disais. Donc, prochain webinaire. La semaine prochaine, je vous annonce qu'on va avoir Pascal Audette de Carebook, qui est un autre cas de start-up qui profite de la crise, cette fois-ci dans le secteur de la santé. Anne Martel d'Element AI, également cofondatrice d'Element AI, qui va être là la semaine prochaine. Donc, également, il y a Andrew Lockheed qui offre son expertise qu'il a développée pour le gabarit de calcul de la subvention salariale de 75 %. Andrew Lockheed de State 22 qui redonne dans l'écosystème. C'est un bel exemple d'entrepreneur qui redonne de son temps. Le 21 avril à 14 h, vous avez le lien ici dans la présentation qu'on va vous transmettre dans notre infolettre. Comment minimiser les impacts du COVID sur vos contrats commerciaux? Le 20 avril, 15 h 30, c'est un autre webinaire qui va être diffusé. Donc, je vous encourage à rejoindre la communauté. On a un canal Slack Bonjour Startup. Il y a une chaîne COVID-19 sur laquelle on échange par rapport aux mesures gouvernementales et l'entraide entre entrepreneurs. Moi, je trouve que c'est très beau à voir. L'entraide actuelle entre entrepreneurs, la mobilisation de l'écosystème est formidable. Ça fait 5 semaines que la crise a débuté, la crise sanitaire. Moi, je trouve qu'au terme de 5 semaines, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de confusion, beaucoup d'anxiété. Mais ce que je vois qui ressort actuellement, c'est la solidarité. C'est l'entraide, c'est l'implication des entrepreneurs. Je trouve ça beau à voir, encourageant. Je vous remercie tous et toutes de participer à cet effort de solidarité. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle, webinaire du mercredi 14 h avec Pascal Audette de Carebook et Anne Martel d'Element AI. Et on va aussi avoir un webinaire hors série spécial avec Mélanie Joly, ministre du Développement économique du Canada. Donc, je vous remercie. Vendredi matin, 10 h 30, on a terminé cette 5e édition du webinaire. Je vous souhaite un bon week-end. Merci d'avoir été là. Ciao.